Comment envisagez-vous la stratégie de réponse face au Covid-19? La stratégie de réponse est basée sur la cinétique d'une épidémie. En fait, une épidémie va commencer à se développer par quelques patients qui vont être infectés, et ensuite ce virus va se répandre au sein de la population, et ensuite infecter de plus en plus de personnes. Donc il y a en général 4 phases dans une épidémie. La première phase, c'est celle où on commence à avoir l'apparition des premiers cas. La deuxième phase, c'est celle où les cas vont se multiplier et ensuite on a ce fameux pic épidémique où on a une circulation active du virus dans la communauté, c'est-à-dire dans la population. Et de ce fait-là, on a une montée en puissance de cette épidémie avec un nombre de patients de plus en plus important. Et puis, à un moment, l'épidémie va atteindre ce qu'on appelle le pic, et elle va commencer à décroître parce que dans la population s'installe une certaine immunité. Cette épidémie va baisser et revenir à un état basal avec une circulation potentiellement résiduelle dans la population. Et on appelle ça la phase de diminution, de décroissance de cette épidémie jusqu'à cet état basal. Dans ce cadre, pouvez-vous nous rappeler les principes de prise en charge pour les stades 1 et 2? Au stade 1 et 2, notre objectif va être de freiner l'apparition du virus dans la population et sa progression. Donc on va prendre des mesures qui vont limiter cette propagation du virus. Alors quelles sont ces mesures? Ces mesures sont globalement simples. C'est d'abord de détecter très vite la personne malade. Comment fait-on pour détecter une personne rapidement? Eh bien, c'est de voir si sa symptomatologie correspond à une définition de cas. Nos confrères de Santé publique France élaborent une définition de cas qui nous permet de savoir si un patient correspond à la maladie et peut être classé comme un patient possible de cette maladie. Donc, une fois qu'on a repéré ce patient, on va protéger. On est face à une maladie infectieuse transmissible et il va falloir se protéger, c'est-à-dire que le soignant se protège. Et pour que le soignant se protège, il met en place donc un masque pour se protéger, des lunettes éventuellement s'il intervient auprès du patient pour des gestes invasifs, et il met un masque chirurgical aussi au patient pour permettre d'éviter que le patient propage des gouttelettes contenant des virus. Donc ça, c'est une phase extrêmement importante. Ensuite, il va falloir que l'on le prenne en charge, qu'on évalue sa gravité et qu'on le prenne en charge dans des établissements de santé qui sont habilités à le faire parce qu'ils disposent des moyens d'isolement. Ils disposent aussi des compétences médicales en termes d'infectiologie pour pouvoir prendre en charge ces patients en toute sécurité. Bien évidemment, il faut qu'on confirme aussi si ce patient est bien porteur du virus en question. Et là, on va mettre en place une stratégie diagnostique qui est basée sur un test développé par le Centre national de référence des maladies respiratoires de l'Institut Pasteur qui a développé cette technique et qui permet de confirmer par ce que l'on appelle des techniques de RT-PCR, donc la présence du virus dans l'organisme du patient, et donc dès lors, ce patient devient un cas confirmé. Alors là, le patient est pris en charge, mais ce n'est pas tout. Dans notre stratégie dite d'endiguement, c'est-à-dire d'essayer d'éviter cette propagation du virus, eh bien, on va prendre en charge les personnes contacts, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne malade. On va les identifier, on va les surveiller. Alors, c'est une surveillance d'apparition de fièvre, d'apparition de signes respiratoires, et ça permet, par cette action, de pouvoir très rapidement détecter une personne contact qui pourrait développer la maladie. Et c'est comme cela que l'on gère ce stade 1 et ce stade 2. Mais alors, qu'en est-il de la prise en charge au stade 3? Alors la phase 3, on est face à une situation extrêmement importante, c'est celle de l'augmentation du nombre de malades. On a là une situation où le virus circule activement dans la population, et donc cette circulation active va générer un nombre de patients important qui peut être d'un certain pourcentage de la population qui est touchée. On estime que pour le coronavirus, ce nouveau coronavirus, on pourrait avoir jusqu'à 10% de la population qui est touchée. C'est ce que l'on a pu constater dans les pays qui ont été en premier touché comme la Chine, et de ce fait-là, eh bien, on a affaire à un nombre de patients extrêmement important à prendre en charge. Alors tous les patients là ne peuvent plus aller à l'hôpital comme on le faisait au stade 1 et 2, il va falloir que l'on organise une prise en charge qui va s'appuyer sur les différents secteurs de l'offre de soins, notamment le secteur ambulatoire, la médecine de ville, qui va prendre en charge les patients les moins graves, c'est ceux qui présentent une forme mineure ou une forme modérée, on en a quand même beaucoup, c'est la grande majorité des patients qui présentent cette forme-là. Plus de 80% des patients
ont une forme modérée qui peut être pris en charge en médecine de ville et bénéficier des soins qui vont être dispensés par nos confrères médecins généralistes, médecins spécialistes installés en ville, mais aussi infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et nos collègues pharmaciens aussi pour la distribution des produits de santé. Donc c'est une prise en charge qui se fait en ville, à domicile, avec bien évidemment des mesures d'isolement pour le patient, c'est-à-dire d'éviter qu'il contamine le reste de sa famille ou de son foyer pour permettre justement cette prise en charge. Et en général, entre 5 à 6 jours, eh bien, on va guérir de cette maladie. Alors ça, c'est pour les patients qui sont les moins graves. Pour les patients les plus graves, il faut les hospitaliser. On considère que l'on a à peu près 15% qui vont nécessiter une hospitalisation. 3 à 5% vont nécessiter des soins un petit peu plus aigus, de la réanimation, potentiellement des soins intensifs, pour permettre justement cette prise en charge et essayer d'assurer les meilleurs soins possibles. Et ça se fait en milieu hospitalier pour permettre justement que ces patients-là soient pris en charge dans les services adéquats, services de maladies infectieuses, services de médecine, services de soins intensifs ou services de réanimation. Alors ça, c'est vraiment un axe extrêmement important. Et puis, on a des populations particulièrement fragiles. On sait que ce virus, il va toucher des personnes âgées, notamment des personnes qui présentent des pathologies existantes, qu'elles soient d'origine pulmonaire, d'origine cardiaque, d'origine endocrinologique, qui vont décompenser. C'est exactement le même principe que la grippe. Cette maladie virale va faire décompenser des pathologies existantes et donc occasionner sur ces personnes fragiles on va dire une maladie potentiellement grave. Et de ce fait-là, il faut qu'on protège nos populations fragiles. Et nos populations fragiles, elles sont à domicile, mais elles sont aussi dans des lieux particuliers, que sont donc les établissements de prise en charge pour personnes âgées, ce qu'on appelle les EHPAD, mais aussi des maisons qui vont accueillir des personnes handicapées. Et donc, on a une vigilance très particulière sur ces structures-là pour éviter l'introduction du virus, par des mesures de protection, notamment du personnel, la limitation notamment des visites dans ces établissements, mais c'est aussi de détecter très vite l'apparition d'une personne malade pour lui permettre de bénéficier très rapidement des meilleurs soins.